Souris à la vie, sourire à l'amour, sourire, toujours sourire. Malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir je suis là, près de vous, les années ont passé. Mais il me semble, oui c'est fou, que l'on ne s'est jamais quitté. Souris à la vie, à vous mes amours, sourire, toujours sourire. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En juin 1941, la star du musical, Joséphine Baker, est hospitalisée d'urgence alors qu'elle se trouve au Maroc pour soutenir les Alliés. Elle est clouée au lit pendant plus d'une année. La chanteuse reçoit des dizaines de visites par semaine, non seulement des Alliés, mais aussi des Allemands. Subtilement, l'Afro-Américaine écoute les moindres mots des soldats germains et transmet des informations importantes aux Français. Joséphine Baker, star du musical, mais aussi espionne au nom de la France. Toujours sourire, voilà. Vous aussi, madame, pas comme ça. Sourire, toujours sourire. La 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 la. Que l'on ne sait jamais tout. Sourire à la vie, à vous mes amours. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, 100e épisode. Merci à vous tous d'écouter Close-Up Dramatique. Je sais que certains sont là depuis le début, merci énormément. J'espère en faire 100 autres épisodes, continuer à découvrir avec vous des destins, les carrières, les vies aussi fascinantes qu'incroyables de ces stars du cinéma. 100 épisodes, j'en suis moi-même surpris, je vais pas vous le cacher. Pour cet épisode très spécial, je vous parle d'un sujet que ça fait très longtemps que je voulais aborder. Je vais vous parler de Joséphine Baker et de son incroyable implication auprès des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu beaucoup de plaisir à fouiller sur le web pour cet épisode parce que j'ai trouvé un paquet de sites hyper intéressants concernant la star du musical et de tout ce qu'elle faisait entre 1939 et 1945. Ça a été un vrai tourbillon, un ouragan d'informations que j'ai eu beaucoup de plaisir à démêler. Pour ceux qui auraient jamais entendu parler de l'espionnage qu'a fait Joséphine Baker, vous allez être étonnés et fascinés comme je l'ai été. Je suis tellement content de vous parler de ça aujourd'hui que je m'éternise pas plus sur l'introduction qui était Joséphine Baker en quelques mots. J'ai vécu et j'étais née à Saint-Louis. Oui. À Saint-Louis, à ce moment-là, il y avait un problème de racisme. Disons les choses comme elles sont. Je crois que ce problème existe encore actuellement aussi d'ailleurs. Oui, parce que si toutes les jeunes étaient débarrassés, disons-nous, de cette malheur, de la haine entre les peuples, il n'y aura pas des écoles existantes aujourd'hui auxquelles qui ne veulent pas la plupart eux-mêmes se fréquenter avec des frères de couleurs différentes. Quand on a fait apprendre qu'il y a une différence entre les hommes à cause de leurs différentes couleurs, tout ça c'est faux. Mais alors, ce sont des gens qui ont fait une éducation qui était néfaste, une éducation qui était fausse. Il faut beaucoup de tolérance. J'ai prouvé que si on veut vivre en frères, ensemble, c'est possible. Mais il faut simplement vouloir. The record shows I took the blows. Friends and family, I did take the blows, but I took them with my chin up
indignity, because I so profoundly love and respect humanity in general. Pour ceux qui connaissent plus ou moins Joséphine Baker ou pas du tout, elle est l'une des plus importantes stars du musical du 20e siècle. Elle est l'icône des années 20 parce qu'elle représentait bien l'effervescence de cette époque. Le bonheur, la danse, le rire, l'énergie immense que possédait tout ce qui a précédé le crash boursier de 1929. Joséphine Baker est aussi l'une des premières noires à être reconnue mondialement. Parce que quand elle quitte les États-Unis, fuyant le racisme américain, elle gagne la France et devient une véritable star des cabarets. Durant toute sa carrière et jusqu'à la fin de sa vie, elle va lutter contre le racisme, rencontrer des dirigeants de partout à travers le monde pour leur parler des droits des personnes de couleur et des minorités. D'ailleurs, le 28 août 1963, elle se tient aux côtés de Martin Luther King alors qu'il fait son célèbre discours, le fameux « I have a dream ». Pendant cet événement-là, Joséphine Baker est la seule femme à prendre parole devant les quelques 250 000 personnes présentes à Washington. I want you to know that this is the happiest day of my entire life. As you all must know, I have had a very long life, and I'm 60 years old. The results today of seeing you all together is a sight for sore eyes. You're together as salt and pepper, just as you should be, just as I've always wanted you to be, and peoples of the world have always wanted you to be. You are a united people. Elle était convaincue que tous les peuples pouvaient vivre ensemble dans la paix. Pour prouver son point, elle va adopter au cours de sa vie plusieurs enfants de plusieurs pays qui vivent sans surprise avec elle. C'est un aspect de sa vie qu'elle va beaucoup parler. Elle affirme que c'est une preuve importante que tous les peuples, peu importe leurs origines, croyances, etc., peuvent vivre dans l'harmonie. En plus de lutter contre le racisme pendant plus de 50 ans, Joséphine Baker a tout fait dans sa carrière. Elle tourne quelques films à l'ère du muet et c'est d'ailleurs à cause d'une séquence filmée qu'elle devient célèbre. La fameuse danse des bananes, où elle danse de façon énergique et frénétique avec des bananes en guise de jupe. C'est même très osé pour l'époque. Cette séquence va faire le tour du monde et faire connaître le nom de Joséphine Baker à la terre entière. C'est surtout pour ses spectacles à grand déploiement qu'elle devient une légende vivante. Dès les années 30, elle met en scène ses performances avec des plumes, des costumes à paillettes, des décors plus grands que nature et des dizaines d'artistes autour d'elle qui l'accompagnent avec ses chansons. Sur scène, elle adore mettre au goût du musical certains classiques de la chanson française qu'elle n'hésite pas à enregistrer et mettre sur disque. Des disques qui se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joséphine Baker va se servir de sa notoriété plus qu'importante pour servir la France quand elle est engagée comme espionne. J'ai chanté de temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, aider la France. J'étais adoptée par Paris. Et les décorations que vous arborez, vous les avez gagnées sur le champ de bataille. En 1939, Joséphine Baker est l'une des artistes les plus célèbres au monde, mais aussi l'une des mieux payées, les deux sexes confondus. Quand Adolf Hitler déclare la guerre, vous serez pas surpris que ça ne réjouit pas du tout l'afro-américaine. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'elle lutte contre le racisme, mais aussi la haine contre les différentes croyances.
Dans le passé, avant la guerre, Joséphine Baker a su garder une présence constante en Allemagne. Elle a souvent performé devant le peuple allemand et même devant certains militaires et membres du gouvernement. Le gouvernement allemand a invité à quelques occasions la chanteuse et danseuse pour des soirées mondaines, même si elle représente un peu tout l'inverse de l'idéologie nazie. Une femme noire qui prend sa vie en main, qui performe des numéros parfois osés et surtout qui est à ce moment-là mariée avec un juif, Jean Lyon. C'est vous dire à quel point Joséphine Baker fascinait tout le monde. Toujours en 1939, au tout début de la guerre, Joséphine Baker est rencontrée par Jacques Abday, le chef des services de renseignement français. Abday a quelque chose de très spécial à demander à l'artiste. Il la veut comme espionne au nom de la France. Jacques Abday va d'ailleurs recruter la plupart des espions français entre 1938 et 1942. Joséphine est d'abord très surprise, mais sans hésitation, elle accepte l'offre, sans se soucier des possibles dangers que ce rôle peut lui apporter. Elle est surtout heureuse de pouvoir aider son pays d'adoption, la France, qu'elle aime plus que tout. Pourquoi Abday veut la chanteuse comme espionne? La raison est assez simple. Il voulait une personne dont personne ne peut se méfier. Joséphine Baker, étant une Américaine, ça passe relativement inaperçu. En plus que, dans la majorité des cas, les espions français sont des hommes au profil commun. Ils sont pas des stars, des chefs de police. En ayant une véritable star établie comme l'américaine, ça passe encore plus inaperçu. À peine a-t-elle accepté de devenir espionne qu'elle est invitée à des soirées mondaines aux ambassades de l'Italie, mais aussi du Japon. Pendant ces soirées, elle discute avec des diplomates et récolte beaucoup d'informations concernant les futurs plans des deux pays. Quand elle sent qu'elle peut oublier des choses, elle s'enferme quelques minutes dans les toilettes sous prétexte de retoucher son maquillage et inscrit certaines informations sur ses jambes sous sa robe. Parfois, c'est simplement sur du papier qu'elle cache ensuite dans son corset. Des notes qu'elle retranscrit dans certains cas avant de les donner au chef de renseignement. En dehors des soirées mondaines, Joséphine est très présente dans les rues. Elle participe aux dons de nourriture pour aider les familles touchées le plus par la guerre. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. L'artiste de variété refuse de quitter la ville pour le moment. Le jour, elle rend visite aux blessés français dans les hôpitaux, continue à aider les familles dans le besoin et discute avec les Allemands dans le but de leur soutirer quelques paroles compromettantes. Elle se rend parfois dans les stations de radio où elle prononce quelques discours patriotiques et encourage les Français et les Alliés. La nuit tombée, elle traverse parfois les frontières pour aller soutenir les troupes alliées et entamer bien sûr quelques chansons joyeuses. Mais l'ennemi nazi avance très vite dans Paris et rapidement, le service de renseignement français a peur pour l'artiste. Abday se rend chez elle en plein cœur de Paris et la presse de faire ses boîtes. Joséphine comprend la situation et avec l'aide de son ami, elle ramasse tout ce qu'elle a. Ses robes dans des malles, son piano en or, son canapé ayant appartenu à Marie-Antoinette, tout est emballé. Elle est par la suite accompagnée par l'armée jusqu'à son château au sud-ouest de la France à 482 km de Paris. Là-bas, dans son château, Joséphine insiste pour servir la France et aider les Juifs. Sa grande maison va devenir un peu le refuge de dizaines de Juifs réfugiés, mais aussi de résistants français. En novembre 40, le service de renseignement français cherche un moyen d'envoyer des documents importants et photos au général de Gaulle qui, lui, est exilé à Londres. Paris est occupé par les nazis. Il est impossible et impensable d'utiliser la poste. C'est trop risqué. D'une façon ou d'une autre, Joséphine Baker a vent de tout ça. Elle propose alors un plan qui plaît beaucoup et préparez-vous, c'est tout un plan. Joséphine explique que sous prétexte qu'elle part faire une tournée anglaise, elle quittera la France. Les Allemands ne se douteront jamais qu'elle apporte avec elle des informations de valeur. Elle propose d'écrire les informations les plus importantes à l'encre invisible sur ses partitions de chansons. La fameuse encre du citron qui, quand on la chauffe, ça apparaît comme par magie.
Pour ce qui est des photos et le reste des documents, elle va cacher le tout dans ses malles, dans ses robes. Ni vu, ni connu, les Allemands n'y verront que du feu. Et le plan fonctionne. On annonce que Joséphine Baker part faire quelques spectacles en Angleterre. Lors de son départ, les Allemands fouillent ses bagages, ses malles, et même certains Allemands regardent ses partitions pour voir quelle chanson elle va chanter. L'ennemi ne voit que du feu et l'artiste quitte pour Londres où elle rencontre le général de Gaulle et lui remet les informations. Un plan qu'elle répète lorsqu'elle part en Espagne mais aussi au Portugal. Imaginez le coup de pression qu'elle devait vivre à ces moments-là. C'est complètement fou. Le service de renseignement français est impressionné par le travail de la chanteuse. Personne des services n'en croit leurs yeux. Elle recule devant rien et est d'une utilité inespérée. En janvier 41, Joséphine est envoyée au Maroc, en Afrique du Nord, pour y établir un port de transmission radio avec la France. À ce moment-là, les nazis sont en Afrique du Nord. Il est très important pour la France d'établir un centre de communication à cet endroit pour garder un œil sur les activités ennemies. Encore une fois, on fait croire aux Allemands que Joséphine se rend là-bas pour soutenir les Alliés et donner quelques spectacles pour les civils. Elle amène avec elle 28 malles dans lesquelles elle a rangé des éléments de décor, des robes, des plumes, des paillettes et ses accessoires indispensables. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça dans les valises de l'espionne. Sous les tas de tissus et de plumes se cachent des composants pour construire le centre de transmission. Une fois bien installée au Maroc, Joséphine aide des milliers de Juifs à fuir l'Afrique du Nord avec de faux passeports. Elle leur donne aussi des adresses où aller se réfugier une fois en territoire français. Le plus étonnant, c'est qu'en Afrique du Nord, la présence nazie est plus qu'admirative envers Joséphine Baker. Les soldats nazis présents sont de vrais fans de la femme. Quand elle comprend tout ça, la chanteuse se met à discuter avec certains d'eux, elle va même lier un certain lien avec eux dans le seul but de leur soutirer des informations qu'elle transmet par la suite aux Français, bien évidemment. Abdey avait vu juste. En choisissant Joséphine Baker comme espionne, une star connue à travers le monde, personne ne se doute qu'elle est en réalité une mine d'or d'informations pour les Alliés. En juin 41, la santé de Joséphine Baker chute subitement. Elle ne peut plus bouger et est rapidement hospitalisée d'urgence. On lui diagnostique une inflammation sévère des tissus de l'abdomen, liée à une perforation d'un organe. En termes médicaux, elle fait une péritonite. Cet état de santé ne va pas l'empêcher de continuer à remplir son rôle d'espionne. En juin 1941, Joséphine Baker est hospitalisée d'urgence suite à une sévère péritonite. Au début, on la croit mourante tellement son état empire de jour en jour. Même que le Chicago Defender annonce la mort de l'artiste dans leurs papiers. Ayant eu vent de cette fausse nouvelle, Joséphine envoie une lettre au directeur du journal. Il y a erreur. Je suis trop occupée pour être morte, Joséphine. Puis les médecins l'obligent à rester au lit pendant 18 mois. 18 longs mois où elle sort à peine de sa chambre à Casablanca. Heureusement pour elle, elle ne voit pas le temps passer puisqu'elle reçoit des dizaines de visites chaque jour. Des militaires des Alliés lui rendent visite, lui emmènent des chocolats des États-Unis pour l'aider à mieux aller.
mais aussi on la tient très au courant des avancées de la guerre. Joséphine accepte aussi de recevoir certains Allemands et pas n'importe lesquels. Elle reçoit la visite de certains hauts gradés nazis qui viennent prendre de ses nouvelles. Ces hommes très importants sont souvent dérangés lors de leur visite. Ils sortent alors quelques instants de la chambre de l'Américaine avant d'y revenir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Joséphine, discrètement, se lève puis écoute leur conversation de l'autre côté de sa porte. Elle entend les déplacements à venir, des futurs bombardements, des endroits où sont cachés des nazis et des résistants. Elle entend les déplacements à venir, des futurs bombardements, les endroits où se cachent les nazis, mais aussi de toutes les difficultés qu'ils ont. Des informations qu'elle rapporte aux Alliés sans hésiter, qui eux peuvent mieux se préparer face à Hitler. Puis, en 1943, de nouveaux en forme, elle se remet à voyager. Elle se rend jusqu'à Jérusalem pour visiter des camps alliés. Jusqu'en 1944, la chanteuse continue son occupation d'espionne et donne des centaines de documents importants sur les nazis aux Alliés. En octobre 1944, Paris est libéré et Joséphine regagne son pays aimé où elle est accueillie en reine. Elle était une artiste adulée, elle est maintenant une idole admirable par son courage et son patriotisme. En 1961, elle revêtit pour la première fois son uniforme militaire pour recevoir la plus haute distinction, celle de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur française. C'est pendant cette cérémonie que toute la France, mais aussi le monde entier, apprend alors qu'elle n'a pas que chanté pour les Alliés, mais qu'elle a aussi été une espionne redoutable. Et les décorations que vous arborez, vous les avez Gagnées sur le champ de bataille. Pour moi, au commencement, évidemment, je savais que c'est un problème qui était très délicat et un problème qu'il fallait unir et mettre ensemble, créer. Et c'est pour cette raison que j'ai adopté ces enfants. Pour donner un exemple de la fraternité, c'est pour ça que ça vous intéresse beaucoup, cette fraternité, oui. Bien sûr. Et alors, ces enfants sont tous là ensemble. L'époque de la guerre marquera Joséphine Baker jusqu'à la fin de sa vie. Elle dira plus souvent qu'à son tour que pour elle, c'était une évidence. Elle devait le faire pour la France, son pays d'adoption. Moi, je suis, comme on dit, je suis là. Je suis avec eux. Vous êtes leur maman. Je suis justement leur maman. Et avec la vie de tous les jours, il m'est difficile d'apprécier et j'ai même pas le temps n'est-ce pas, de vouloir analyser l'importance de cette idéal, car c'est un très grand idéal. Très grand idéal, oui. Maintenant, j'ai 11 enfants. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.